Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Elise Harper descendit du SUV noir, le vent s'accrochant à ses cheveux auburn comme s'il essayait de l'avertir. Elle resta figée un instant, sa valise à ses côtés, les yeux rivés sur les grilles en fer qui s'ouvraient lentement en grinçant. Derrière elle, niché dans les collines de la Napa Valley, se dressait le domaine Thornwood, silencieux, vaste et totalement inhospitalier. Elle n'avait pas choisi d'être là. C'était une transaction, signée à l'encre et au sang. Ses parents n'avaient pas osé la regarder dans les yeux lorsqu'ils le lui avaient annoncé. Son père avait trituré son verre de whisky. Sa mère avait pleuré en silence, mais leurs mots avaient été tranchants et définitifs. Il n'y a pas d'autre solution. Julianne Thornwood est d'accord. La dette est effacée. Ainsi, elle avait rassemblé sa vie dans une seule valise. Pas de robe de mariée, pas d'alliance, pas de célébration, juste un nom sur un contrat et un vœu que ni l'un ni l'autre n'avait prononcé de cœur. Julianne Thornwood l'attendait déjà en haut des marches de pierre lorsque le chauffeur lui ouvrit la portière, grand, sévère, vêtu d'un costume entièrement noir qui reflétait la tempête dans ses yeux. Il ne souriait pas. Il ne parlait pas. Il la regardait simplement comme si elle était un dossier à gérer, une tâche sur son bureau. Élise soutint son regard sans ciller. Oui, elle avait peur. Mais elle n'était pas faible. Il ne lui tendit pas la main pour l'aider avec sa valise, ne lui souhaita pas la bienvenue, n'échangea pas de banalité, juste un ordre, froid et absolu. « Suis-moi ». À l'intérieur, la maison était une cathédrale d'ombre. Sol de marbre, plafond haut, portraits grandioses scrutant depuis les murs comme des juges. Une légère odeur de bois vieilli et de quelque chose de stérile flottait, comme des secrets enfouis sous des couches de temps. Ses pas résonnaient derrière ceux de Julian, chaque écho plus lourd que le précédent. Elle avait l'impression non pas d'entrer dans une maison, mais d'être absorbée par un tombeau. « Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans la suite principale », dit-il en s'arrêtant devant une double porte au bout du couloir. Elle cligna des yeux. « Vous voulez dire que c'est votre chambre ? C'est la nôtre maintenant », répondit-il sans se retourner. C'était dans l'accord. La mâchoire d'Élise se crispa. Il y avait beaucoup de choses dans cet accord. Aucune ne demandait si je le voulais. Il la regarda enfin, son expression indéchiffrable. Vouloir est un luxe que ni vous ni moi ne pouvons nous permettre. Puis il s'éloigna. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant une vaste pièce avec des fenêtres imposantes, des rideaux de velours, une cheminée encore allumée bien que l'été battait son plein. 2 verres trônaient sur la table de nuit, un seul lit, pas de ligne de démarcation, pas d'espace pour respirer. Elle resta là longtemps, les poings serrés, sa valise intacte. Une partie d'elle voulait crier, une autre voulait pleurer, mais elle se contenta d'expirer. Ce n'était pas un conte de fées. Elle n'était pas la jeune fille innocente qui croyait que l'amour pouvait tout conquérir, et il n'était pas le héros ténébreux attendant d'être sauvé. Élise savait exactement dans quoi elle avait été vendue. Mais ce que Julian ignorait, ce qu'il n'aurait jamais pu prévoir, c'est qu'elle n'était pas un pion. Elle avait déjà survécu à bien des choses, la solitude, l'abandon, les promesses vides. Cela ne la briserait pas. Le dîner ce soir-là fut silencieux. La table était longue, absurdement longue, et ils étaient assis aux extrémités opposées. Le repas avait été préparé par des mains invisibles. Il avait du personnel, clairement, mais aucun n'osait se montrer. Elle sirota son vin avec précaution, se demandant s'il dirait quelque chose, s'il demanderait des détails sur sa vie, ses passions, même sa couleur préférée, mais il se contentait de couper son steak et de manger en silence. Elle l'observa, mâchoire rigide, posture militaire, regard toujours baissé comme s'il évitait de regarder quelque chose de trop réel. Une cicatrice près de sa tempe, estompée mais indéniable. Elle y pensa un instant, puis chassa cette pensée. S'il voulait être un fantôme, soit, mais elle était encore vivante. « Vous mangez toujours comme une statue ?» demanda-t-elle soudain, sa voix perçant le silence. Il leva les yeux, imperturbable. « Vous provoquez toujours les étrangers dès votre première nuit sous leur toit ? Vous n'êtes pas un étranger, répondit-elle. Malheureusement. Une lueur, à peine perceptible, traversa son visage. Agacement, amusement, regret, elle ne pouvait le dire. Je vous suggère de trouver un moyen de faire la paix avec cet arrangement, dit-il finalement. Le plus tôt sera le mieux. Et si elle refuse ? Son regard s'assombrit. Alors vous trouverez cela encore plus difficile qu'il ne l'est déjà. Elle se leva, repoussant sa chaise avec un raclement. Je ne suis pas venu ici pour être votre prisonnière, monsieur Thornwood. Non, dit-il en se levant aussi. Vous êtes venu pour payer une dette. Et là, à cet instant, Élise décida qu'elle ne se contenterait pas de subir. Elle allait confronter, défier, changer. Cette nuit-là, allongée d'un côté du lit, tout habillée, le corps tourné à l'opposé de lui, elle le sentit bouger une fois, juste une fois, un déplacement de poids, une respiration qui se coupa, puis se calma. Il ne la toucha pas. Il ne parla pas,
mais sa présence emplissait la pièce comme de la fumée, épaisse, étouffante, chargée de quelque chose d'inexprimé. Elle ferma les yeux, son esprit en ébullition. Quel genre d'homme échange de l'argent contre une épouse? Quelle douleur faut-il pour orchestrer quelque chose d'aussi cruel? Élise n'avait pas de réponse, mais elle avait du temps, et avec le temps, elle trouverait les fissures dans son armure, non pas pour le blesser, mais pour comprendre pourquoi il la blessait, car aucun homme ne construit des murs aussi épais sans raison, et aucune femme ne marche dans le feu sans apprendre à brûler avec lui. Le manoir Thornwood ressemblait plus à une forteresse qu'à une maison. De l'extérieur, ses murs de pierre étaient froids et inflexibles, s'étendant à travers les collines verdoyantes de la Napa Valley comme une bête silencieuse. À l'intérieur, l'air était immobile, presque révérencieux, comme si le temps n'osait pas troubler ce qui avait été construit ici. Élise se tenait seule dans le vaste couloir, les portes s'étant refermées, derrière elle avec un bruit, qui ressemblait plus à une condamnation qu'à un accueil, l'espace l'engloutissait. Plafond s'étendant dans l'obscurité, peintures d'ancêtres solennels alignées sur les murs, lustres scintillant comme des étoiles gelées mais sans chaleur, chaque pas qu'elle faisait résonnait comme un murmure. Personne ne répondrait. Elle s'attendait à la richesse. Elle s'était préparée au pouvoir. Mais ceci, ce n'était pas juste de la richesse. C'était l'isolement, armé. À l'extrémité du couloir, une femme apparut, la quarantaine avancée, vêtue de noir, son visage sans émotion mais pas dépourvu de bienveillance. « Madame Thornwood » dit la femme avec un léger signe de tête. Élise haussa un sourcil. « Mademoiselle Harper. Et vous êtes » ? « Clara, responsable de la maison. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Monsieur Thornwood préfère la discrétion en toute chose. » « Évidemment. » Clara désigna l'escalier majestueux. « Je vais vous montrer votre chambre. » Elles marchèrent en silence, Élise glissant ses doigts le long de la rampe. Fer froid, orné de vignes et d'épines sculptées. La maison ne cherchait pas à réconforter. Elle défiait. Chaque couloir semblait la tester, demandant « Combien de temps avant que vous ne craquiez ?» Quand Clara ouvrit la porte de la suite principale, Élise se figea. C'était magnifique, élégant, ton doux d'ivoire et d'or, un balcon donnant sur les vignobles sans fin, des rideaux légers dansant dans la brise de l'après-midi, mais au centre trônait un seul lit, grand, impeccablement fait, et à côté, une veste d'homme, soigneusement pliée, celle de Julien. Elle se tourna brusquement. « Je vais rester ici ?» Clara hocha la tête. « C'est la suite principale, comme convenu. Et il n'y a pas de chambre d'amis, de quartier séparé ?» La femme hésita, puis répondit avec une distance professionnelle. « Monsieur Thornwood a été clair, vous êtes son épouse. Vous partagerez son espace. » Élise laissa échapper un souffle amer. « Dites-lui que je partagerai l'espace. Pas le lit. » Clara ne tressaillit pas. « Je transmettrai le message. » Quand la porte se referma derrière elle, Élise resta au centre de la pièce, soudain consciente de la puissance du silence. Le lit, le balcon, l'armoire remplie de robes de créateurs, tout criait le luxe, mais l'air semblait chargé de chaînes. Elle ouvrit l'armoire, effleurant les tissus, soie, dentelle, velours, tous magnifiques, tout choisi sans elle. C'était le thème ici, tout fourni, rien demandé. Dans la salle de bain, elle trouva des robinets dorés et des lumières chaudes, mais le miroir reflétait quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Ses yeux, autrefois brillants de rêve, étaient maintenant sur leur garde, pas brisés, mais prudents, comme quelqu'un qui avait appris à ne pas faire confiance à la beauté sans dessein. Alors que le soleil couchant glissait par la fenêtre, elle enfila un gant et un pull gris doux, ses propres vêtements, et sortit sur le balcon. De là, le paysage s'étendait comme une peinture, vignobles infinis caressés par une lumière dorée, le vent bruissant à travers les feuilles. Cela aurait dû être paisible. Cela aurait dû ressembler à la liberté. Au lieu de cela, cela lui rappelait une cage si vaste qu'on oublie presque qu'on y est enfermé. Elle ne l'entendit pas approcher. « La chambre ne vous plaît pas ?» Sa voix était basse, rauque d'inutilisation. Elle se tourna lentement pour voir Julien debout juste à l'entrée, toujours en costume noir, col de chemise ouvert, sans cravate. « Je n'ai pas dit ça, » répondit-elle calmement. « C'est magnifique, mais ce n'est pas à moi. » Il s'avança. Ses yeux indéchiffrables. « Tout ici est à vous maintenant. » Elle croisa les bras. « Sauf le choix d'être ici. » Cela fit vaciller quelque chose dans son regard, colère, culpabilité. Il ne répondit pas. Il passa simplement à côté d'elle, prit une carafe de whisky sur la table d'appoint et se versa un verre. Elle l'observa. Il semblait être le pouvoir incarné, mâchoire acérée, épaules tendues, yeux toujours en calcul, mais quelque chose clochait, une agitation, comme un homme poursuivi par sa propre ombre. « Je ne coucherai pas avec vous, » dit-elle soudain, sa voix calme et tranchante. Il sirota son verre, sans la regarder. « Notez. Et je ne vais pas jouer à la femme au foyer. Sourire aux soirées. Faire semblant que c'est normal. Également noté. » Le silence s'étira de nouveau, lourd comme du plomb. Elle s'appuya contre la rambarde du balcon, dos à lui.
Gardez-vous toujours vos prisonniers dans le luxe? Il ne répondit pas immédiatement. Le luxe n'est que du silence vêtu d'or. Cela la fit s'arrêter. Elle se tourna pour lui faire face. Donc, il ne s'agit pas de confort. Il s'agit de contrôle. Il croisa son regard. Tout est une question de contrôle, Élise. Vous l'apprendrez. Non, dit-elle en s'approchant. Ce que j'apprends, c'est que vous pensez pouvoir acheter la soumission, que vous pouvez habiller la douleur de soi et l'appeler sécurité. Sa prise sur le verre se resserra. Elle sourit, sans douceur. Mais voici la chose, monsieur Thornwood. Vous pouvez m'habiller, m'enfermer dans un manoir, mais j'ai toujours un esprit, une voix, une colonne vertébrale, et aucun contrat ne peut me les enlever. Il ne cria pas, ne bougea pas, mais sa voix baissa d'une octave. Vous jouez à un jeu dangereux. Et vous confondez le feu avec l'obéissance, répondit-elle. Bonne nuit. Elle le frôla et ferma la porte de la salle de bain derrière elle avec détermination. Pour la première fois depuis son arrivée, elle la verrouilla. À l'intérieur, elle glissa le long du mur, ramenant ses genoux contre sa poitrine. La pièce sentait la lavande et les savons coûteux, mais son cœur battait comme un animal pris au piège. Elle avait tenu bon. Elle avait affronté le dragon, mais maintenant, derrière la porte close, elle laissa les larmes couler, non par peur, mais en deuil de la version d'elle-même qui croyait autrefois que l'amour était la seule chose qu'elle donnerait librement. Dehors, Julienne resta debout là où elle l'avait laissé, son verre vide, les yeux fixés sur la porte. Elle avait ébranlé quelque chose en lui, pas de la peur, pas du désir, mais un souvenir. Le soleil matinal étendait ses bras dorés sur les vignobles, mais la chaleur ne pénétrait jamais vraiment dans la maison. Élise se tenait pieds nus près de la fenêtre, sirotant un café dans une tasse en porcelaine qu'elle n'avait pas choisie. La robe de soie qu'elle portait épousait sa silhouette comme du clair de lune liquide, également non choisie. Elle avait été suspendue dans l'armoire, soigneusement repassée, comme tout ici, soigneusement sélectionné, luxueux et dénué de consentement. Elle avait à peine dormi. Julien était resté de son côté du lit, immobile, indéchiffrable. Le silence entre eux était lourd, mais ce n'était pas celui qui réconforte. C'était celui qui murmure des menaces sous le souffle. Elle se détourna de la fenêtre et se dirigea vers la piscine. Si elle devait être piégée ici, elle prendrait au moins possession de sa cage. En passant, elle s'arrêta devant le miroir. Son reflet semblait calme, trop calme, mais ses yeux la trahissaient, audacieux, défiants, et un peu téméraires. Elle prit un bikini rouge dans sa valise, pas l'un de ceux que Clara avait préparés pour elle. Elle choisit celui-ci. Il était sans compromis. Il était à elle, et elle avait tous les droits de le porter. La piscine était nichée entre de hautes haies et des oliviers, privée mais ouverte au soleil. Elle s'étendit sur une chaise longue, sa peau se réchauffant sous le soleil californien, les yeux fermés, essayant de se rappeler ce que la liberté ressentait. Et puis, son ombre, longue, immobile, non invitée. Elle ouvrit les yeux et trouva Julien debout près du bord de la piscine, bras croisés, mâchoires serrées. Il ne parla pas tout de suite. Il n'en avait pas besoin. Ses yeux parlaient et jugeaient. « Ce n'est pas approprié, dit-il enfin, la voix crispée. Élise haussa les sourcils. « Pourquoi? Le soleil? Pour une épouse, précisa-t-il. Pas dans cette maison. Et le redressa lentement. Vous n'avez pas acheté une nonne, monsieur Thornwood. Vous avez acheté une femme, et cette femme porte ce qu'elle veut, bon sang. » Ses narines frémirent légèrement. Ce n'est pas une question de mode, Élise. C'est une question de respect. Son rire fut doux mais tranchant. Respect? De la part de l'homme qui a acheté ma signature comme du bétail à une enchère? Vous n'êtes pas une prisonnière, dit-il, la voix froide. Non, acquiesça-t-elle. Je suis une possession. Beaucoup plus classe. Il fit un pas vers elle, et bien que son ton restât mesuré, il y avait une pointe dessous. J'essaie de rendre cela tolérable. En contrôlant mon corps, rétorqua-t-elle. En décidant ce que je porte, où je dors, quoi d'autre, Julien? Mes mots? Mes pensées? Vous déformez tout. Non, dit-elle en se levant, le regardant dans les yeux. Je démasque tout. Pendant un long moment tendu, aucun d'eux ne bougea, et puis quelque chose se brisa, pas entre eux, en lui. Il détourna le regard, comme s'il essayait d'avaler quelque chose d'amer. Ce n'est pas facile pour moi non plus, murmura-t-il. Élise inclina la tête. Bien. Peut-être que cela signifie que vous ressentez encore quelque chose. Il croisa son regard à nouveau, cette fois sans colère mais avec quelque chose de plus étrange, une lueur de confusion, peut-être même de regret, cela passa trop vite pour être saisi. Vous changerez avant le déjeuner, dit-il en tournant les talons pour partir. Elle l'interpella, et si je ne le fais pas? Il s'arrêta. Alors vous rendrez cette maison plus petite qu'elle ne l'est déjà. Et sur ce, il disparut derrière les portes vitrées, la laissant debout sous le soleil, le cœur battant, non pas de peur, mais de fureur. Plus tard, à l'intérieur, Clara la trouva dans la bibliothèque, pieds nus, feuilletant des livres avec un verre de vin à la main. Le chef a demandé si vous rejoindriez monsieur Thornwood pour le déjeuner,
dit Clara doucement. Élise ne leva pas les yeux. Le bikini est toujours un problème? Je ne saurais dire. Répondit Clara. Mais il n'a pas mangé non plus. Élise expira par le nez. Qu'il jeûne. Clara. Quand elle arriva dans la salle à manger, toujours en bikini mais avec une robe de soie légèrement nouée par-dessus, il était déjà là, attendant, sans manger, juste attendant. Elle s'assit à l'autre bout de la table. Ils ne diraient rien. Le repas arriva, poulet piccata, légumes rôtis, tout présenté à la perfection. Élise prit une bouchée, puis une autre, sentant la tension mijoter comme une seconde sauce sur la table. Il brisa enfin le silence. Vous pensez que j'apprécie cela? Elle leva les yeux, sans ciller. Je pense que vous appréciez le contrôle. Il posa sa fourchette. J'ai dû le gagner. Chaque once de celui-ci. Rien ne m'a été donné. Zauf moi, dit-elle. Sa mâchoire se serra. Je n'ai pas demandé cela, dit-il sèchement. Je ne voulais pas d'épouse. Alors vous auriez dû dire non, quand mon père m'a offerte comme un panier cadeau. Il s'élèva brusquement. La chaise racla. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai perdu. Élise se leva aussi. Alors dites-moi. Cela l'arrêta. Elle n'avait pas voulu crier, mais cela avait jailli, des années à être réduite au silence, ignorée, redirigée. Il ne répondit pas, et il ne partit pas non plus. Et quelque chose dans cela était plus vulnérable que tout ce qu'il avait fait. Ils restèrent là, de part et d'autre de la table, pas comme des ennemis, pas tout à fait comme des étrangers, mais quelque chose d'entrelacé entre les deux. Et pour la première fois, elle ne voulait pas gagner la dispute. Elle voulait juste la vérité, mais il s'éloigna sans la lui offrir. Plus tard ce soir-là, seule dans la bibliothèque, elle trouva un album photo caché derrière une rangée de classiques reliés en cuir, poussiéreux, non ouverts, déplacés dans une maison si soigneusement organisée. Elle l'ouvrit. Il y avait une photo de Julien, être 17 ou 18 ans, debout avec une fille sur une moto. Son sourire était comme un rayon de soleil. Son bras autour d'elle comme si elle était tout pour lui. Au dos de la photo, un nom en encre délavée. Lily. Élise traça les lettres du bout du doigt, une prise de conscience fleurissant dans sa poitrine comme une ecchymose. Donc, il y avait une histoire. Il y en a toujours une. Elle referma l'album lentement, le tenant contre son cœur, et murmura à personne, que t'est-il arrivé? Cette nuit-là, le manoir dormait, mais Élise, non. Le silence était plus lourd que d'habitude. Pas de pas dans les couloirs, pas de vent frôlant les rideaux, pas de murmure provenant de pièces lointaines, juste le tic-tac d'une horloge sur le mur, lui rappelant que le temps avançait même quand les cœurs s'arrêtaient. Elle ne pouvait chasser l'image de son esprit. La photo, la version juvénile de Julien, la fille à ses côtés, toute lumière et énergie sauvage, Lily, le nom semblait trop doux pour cet endroit, trop vivant pour un homme comme Julien. Elle avait besoin de réponses, pas pour justifier ce qu'il avait fait, mais pour comprendre ce qui lui avait été fait. Avec la maison enveloppée d'ombre, elle avança pieds nus dans le couloir, prenant soin de ne réveiller personne. Chaque craquement du plancher en bois résonnait comme un secret dévoilé. Ses doigts frôlaient les murs alors qu'elle marchait, comme si elle essayait de sentir le pouls de la maison et être le fantôme de celui qu'il avait été. Elle trouva la porte entr'ouverte. Son bureau. À l'intérieur, la seule lumière venait d'une lampe unique sur le coin du bureau. Julien était assis dans un fauteuil, une jambe croisée sur l'autre, un verre de bourbon intact dans la main. Il ne réagit pas lorsqu'elle entra. « Vous devriez dormir », dit-il sans la regarder. Elle entra malgré tout. « Vous aussi. » Silence. Puis il parla, la voix comme du gravier. « Je n'y arrive pas. » Elle s'approcha lentement, les bras croisés, sa robe traînant derrière elle comme de la fumée. « J'ai trouvé l'album, » dit-elle prudemment, observant sa réaction. Il ne tressaillit pas. « Lily, » ajouta-t-elle, plus doucement. « Toujours rien. » Mais sa main se resserra autour du verre. Élise n'insista pas. Elle s'assit simplement dans le fauteuil en face de lui, ramenant ses genoux contre elle, se recroquevillant, non pas pour être petite, mais pour être en sécurité. « Vous voulez parler d'elle » Il prit une longue inspiration, expira. « Elle est morte quand nous avions 17 ans. » Les mots tombèrent entre eux comme des pierres froides dans une eau profonde. « Elle était à l'arrière de ma moto, » continua-t-il, les yeux fixés sur un point dans l'air. Nous étions à un feu rouge, en train de rire de quelque chose. Je me souviens que j'avais ma main sur son genou. Sa mâchoire se serra. Puis tout est devenu blanc. Élise resta immobile, sans cligner des yeux. Il y avait une voiture, dit-il. Un conducteur ivre, un couple revenant d'une fête. Ils ont grillé le feu, nous ont percutés à pleine vitesse. Son souffle se bloqua. Julian. Il secoua la tête une fois, brusquement. Elle est morte sur le coup. Je me suis réveillé 2 jours plus tard. Côte cassée, poumons collapsés, épaules disloquées. Un rire amer lui échappa. Mais vivant. Elle sentit quelque chose de lourd s'installer dans sa poitrine. Il se tourna vers elle, les yeux plus sombres qu'elle ne les avait jamais vus. Savez-vous qui était au volant? Elle déglutit. Elle ne voulait pas demander, mais elle le devait. Qui?
Il hocha la tête une fois. Robert et Eleanor Harper. Votre mère conduisait. Votre père était trop ivre pour l'arrêter. Le silence maintenant n'était pas seulement lourd. Il était étouffant. Élise le fixa, sentant chaque partie de sa réalité basculer sous ses pieds. « Ya ne savais pas » murmura-t-elle. « Bien sûr que non » dit-il froidement. « Votre famille l'a enterré, a payé pour s'en sortir, a fui dans un autre état, changé de travail, n'est jamais allé en prison. Le système judiciaire a fait ce qu'il fait toujours pour les riches et blancs. » Sa voix dégoulinait de venin. Ils s'en sont sortis. Élise ne pouvait plus respirer. Elle se leva brusquement, faisant les 100 pas, essayant de donner un sens à la tempête en elle. « J'étais enfant quand c'est arrivé. Je ne connaissais même pas son nom. Je sais, dit-il, ses yeux suivant ses mouvements. Je n'avais jamais prévu de vous rencontrer. Jamais prévu ça. » Elle se tourna vers lui, la voix tremblante. « Alors pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi m'épouser? Pourquoi m'entraîner dans votre chagrin comme ça ?» Il ne répondit pas tout de suite, puis doucement, parce que vous avez son visage. Cela l'arrêta. « Quoi? Vous ne ressemblez pas à votre mère, dit-il. Mais Lily, vous avez ses yeux, son sourire, son feu. » Élise s'effondra dans le fauteuil, comme si le poids de ses mots la repoussait en arrière. Donc, tout cela, c'était de la vengeance? Son silence fut la seule confirmation dont elle avait besoin. Elle le fixa longtemps, essayant de trouver quelque chose, n'importe quoi, qui ait du sens. Puis elle murmura, « Je ne voulais pas enlever. » « Non, dit-il, sa voix se brisant pour la première fois. « Mais vous êtes la seule partie d'eux que j'ai pu atteindre. » C'était là, la vérité, laide, honnête, humaine. « J'étais en deuil. » dit-il. Mais le deuil s'est transformé en rage, et la rage avait besoin d'une cible. Ses yeux piquaient, non pas de chagrin, mais de fureur. « Vous m'avez lié à votre haine, dit-elle, la voix comme de la glace. Vous m'avez laissé croire que j'étais ici à cause d'un contrat, mais vous me punissiez. » Il hocha la tête. « Oui. » Elle se leva à nouveau, secouant la tête avec incrédulité. « Vous n'êtes pas un monstre, Julian, mais vous avez fait quelque chose de monstrueux. Ça vaut quoi. Je sais. » Ils restèrent là, aucun ne bougeant. L'esprit d'Élise tourbillonnait, mais quelque part sous le chaos, un calme étrange s'installait. Une vérité terrible valait toujours mieux qu'un beau mensonge. « Je devrais vous haïr, dit-elle. Vous le ferez probablement. » Elle se tourna pour partir, s'arrêta à la porte. « Je ne suis pas eux, murmura-t-elle. Et avant qu'il ne puisse répondre, elle était partie. De retour dans sa chambre, elle ne pleura pas. Elle ne cria. Elle fixa simplement la fenêtre, laissant la vérité s'installer en elle comme de la cendre froide. Il était brisé bien avant son arrivée. Mais maintenant, elle avait un choix. Fuir ces ruines ou découvrir pourquoi une partie d'elle voulait rester et assister à la reconstruction. Le plan n'était pas parfait, mais elle non plus, et pour une fois, Élise s'en moquait de la perfection. Elle voulait juste sortir. Le poids de la confession de Julian collait encore à sa peau comme de la fumée. Chaque couloir de ce manoir résonnait désormais du nom de Lily. Chaque regard de lui semblait être le souffle d'un fantôme. Elle ne lui avait pas parlé depuis cette nuit-là, et il n'avait pas essayé, pas une seule fois. Ainsi, à 2h17 du matin, pieds nus et tremblante, elle passa discrètement devant la porte de la chambre. Le domaine était immobile, les lumières tamisées à leur teinte de minuit. Clara avait disparu depuis longtemps dans l'aile du personnel. Des caméras suivaient ses pas, elle le savait, mais elle savait aussi que le domaine était vaste, et aucune fortune ne pouvait surveiller chaque recoin à chaque seconde. Elle l'avait cartographié dans son esprit au cours de la dernière semaine. Le panneau cassé dans le jardin haie, le chemin qui passait derrière le bosquet d'oliviers, l'ouverture dans la haie menant à une route de terre, tout ce dont elle avait besoin, c'était de 20 minutes. 20 minutes, et elle pourrait redevenir elle-même. Son cœur battait contre ses côtes comme des poings, contre une porte verrouillée. À chaque pas dans l'herbe humide, à chaque inspiration d'air teinté de liberté, le manoir rétrécissait derrière elle, devenant ce qu'il était vraiment, une belle prison. Puis, une voix, basse, en colère, et trop proche. « Où pensez-vous aller » Élise fit volte-face, ses poumons s'effondrant. « Julian !» Il ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Il était encore vêtu de noir, mais cette fois, pas sur mesure, pas de costume, pas de cravate, juste un t-shirt et un pantalon de survêtement. Brut, réel, et bien plus terrifiant. « Depuis combien de temps m'observez-vous » demanda-t-elle. « En chaise longue temps. » Sa voix n'était pas seulement froide. Elle était trahie. « Vous avez dit que je n'étais pas une prisonnière » siffla-t-elle. « J'ai menti. » Il n'y avait ni malice ni venin dans son ton, juste une vérité brute et sans phare. « Vous n'avez pas le droit de faire ça, » dit-elle en reculant. « Vous n'avez pas le droit de m'enchaîner à votre chagrin et de me retenir ici. »« Je ne vous ai pas enchaîné, » grogna-t-il en avançant. « Je vous ai attaché à quelque chose qui était déjà brisé. »« Eh bien, félicitations, » rétorqua-t-elle. « Vous avez réussi. Je suis brisé maintenant aussi. »
Cela l'arrêta, juste une seconde. Il la regarda, vraiment, et ce qu'il vit dans ses yeux le fit tressaillir, pas de la peur, pas de la haine, mais de la dignité, toujours brûlante. Élise serra les poings. Vous voulez me punir? Très bien. Mais ne prétendez pas que c'est une question de justice. Vous aviez besoin de quelqu'un pour souffrir avec vous, alors vous m'avez choisi. Julien prit une inspiration, et pour la première fois en semaine, sa voix s'adoucit. Je vous ai choisi parce que je ne pouvais pas l'oublier. Et puis je n'ai pas pu arrêter de vous voir. Savez-vous ce que c'est, continua-t-il, de se réveiller tous les jours à côté de quelqu'un qui ressemble à la seule personne que vous ayez jamais aimée, pour ensuite vous rappeler que ce n'est pas elle? Elle ne répondit pas, car oui, elle savait ce que c'était de se réveiller dans une vie qui ne lui appartenait pas. Je pensais pouvoir gérer ça, admit-il en s'approchant. Mais vous n'étiez pas ce à quoi je m'attendais. Elle déglutit difficilement. Parce que je ne me suis pas brisé. Non, dit-il doucement, parce que vous m'avez fait ressentir à nouveau. Il tendit la main, pas pour l'attraper, pas pour la piéger, mais doucement, ses doigts effleurant le dos de sa main. Elle se dégagea. Ressentir ne défait pas ce que vous avez fait, murmura-t-elle. Je sais. Et je suis toujours là, dit-elle, les yeux brillants. Pas parce que je vous pardonne, mais parce que je mérite des réponses, et vous me les devez. Sa mâchoire trembla. Demandes. Elle s'approcha maintenant, se tenant face à lui sous la faible lueur des lampes du jardin. Aviez-vous l'intention de me laisser partir un jour? Il la regarda comme un homme regardant la marée emporter sa dernière bouée de sauvetage. Non. C'était là, la pleine vérité, mise à nu comme une blessure. Elle hocha la tête, le silence entre maintenant plus fort que n'importe quel cri. Je ne peux pas rester dans une maison où je ne suis qu'un reflet de votre passé, dit-elle. Alors laissez-moi changer cela. Plaida-t-il. Son cœur se serra douloureusement car une partie d'elle voulait le croire. Mais la confiance ne renaît pas des cendres. Elle se construit, brique par brique saignante. Les mots ne répareront pas cela, murmura-t-elle. Je vous donnerai plus que des mots, dit-il. Et soudain, trop soudainement, il tomba à genoux, pas en reddition, pas en faiblesse, mais en règlement de compte. J'ai perdu Lily, dit-il, la voix brisée. Et au lieu de faire mon deuil, j'ai créé une cage pour quelqu'un qui n'avait rien à voir avec sa mort. J'ai laissé ma rage devenir ma boussole, et je me suis conduit tout droit en enfer. Elle le fixa, stupéfaite. Je ne veux plus vous contrôler, murmura-t-il. Je veux vous comprendre. Une longue pause, et puis, mais je ne sais pas comment. Le cœur d'Élise semblait être tiré dans deux directions, l'une vers le passé, l'autre vers l'homme à genoux devant elle, brute et ruiné. Elle ne lui pardonnait pas. Pas encore. Mais elle voyait la fissure, et la lumière s'y infiltrait. L'invitation était arrivée dans une enveloppe noire, remise en main propre par Clara, un gala de charité à San Francisco, organisé par un associé de Julien, formel, presse attendue, présence obligatoire. Élise fixa les lettres en relief pendant un long moment avant de poser l'enveloppe. « Dois-je y aller » demanda-t-elle. Clara hésita. « Monsieur Tornoud a dit que vous deviez l'accompagner. » Bien sûr qu'il l'a dit. Élise se dirigea vers l'armoire, sachant qu'elle avait déjà été préparée, robes, chaussures, bijoux, tout sélectionné sans elle, coûteux, impeccable, vide. Mais ce soir, elle avait une autre idée. Elle attendit que le personnel soit parti, que le ciel saigne dans le crépuscule, puis, elle ouvrit une poche cachée dans sa valise, la seule chose qu'elle avait apportée de son ancienne vie que personne d'autre n'avait touchée, une robe rouge. Pas juste rouge, écarlate. Elle épousait son corps comme une peinture de guerre. Décolletée, dos nu, avec une fente assez haute pour provoquer et défier, elle l'avait achetée il y a un an et n'avait jamais osé la porter, ni pour un rendez-vous, ni pour une soirée. Mais maintenant était parfait, car ce soir n'était pas question de s'intégrer. Il s'agissait de mettre le feu à quelque chose. Quand Julien la vit descendre l'escalier, il cessa de respirer. La pièce ne devint pas silencieuse, lui, si. Elle marcha lentement, chaque pas délibéré, chaque centimètre de peau exposait un défi. Il ne parla pas avant qu'elle ne se tienne devant lui. Cette robe, dit-il, la voix tendue, n'est pas appropriée pour cet événement. Elle inclina la tête, un sourire malicieux jouant sur ses lèvres. Alors c'est parfait. Ce n'est pas un jeu, Élise. Elle se pencha, juste assez pour faire serrer sa mâchoire. Non, c'est une bataille, et je ne perds pas les batailles. Ses yeux descendirent vers ses hanches, puis revinrent à son visage. Il semblait déstabilisé, comme un homme au bord du contrôle. Vous faites ça pour me provoquer. Je fais ça, dit-elle en le frôlant, parce que je peux. Le trajet jusqu'à l'événement fut silencieux. Sa main reposait en poing sur son genou tout le temps. Sa présence à ses côtés était une menace enveloppée de soie. La tension n'était plus froide, elle était brûlante, dangereuse. Au gala, les flashs des appareils photo explosèrent autour d'eux. Julien posa une main sur son dos, légère mais possessive. Elle ne tressaillit pas. Au lieu de cela, elle sourit plus largement, salua de la main,
et se pencha contre lui comme si elle était parfaitement à l'aise dans ce conte de fées tordu. Il était raide, distrait, brûlant, et c'était exactement ce qu'elle voulait. Pour une fois, il ressentirait la cage. Dans la salle de bal, les gens les accueillirent avec admiration et chuchotement. Les hommes la regardaient 2 fois. Les femmes enviaient la façon dont elle rayonnait. La prise de Julian sur sa taille se resserra au fil des heures, sa mâchoire tiquant chaque fois qu'elle riait à la blague de quelqu'un d'autre. Il ne dit pas un mot, mais son silence était assourdissant. Quand la soirée se termina et que la voiture repassa les grilles du manoir, Élise sortit la première. Elle ne l'attendit pas. Elle monta les escaliers lentement, laissant la traîne de sa robe glisser derrière elle comme du sang sur du marbre. Dans la suite, elle ôta ses talons, dézippa la robe à moitié, et se tint devant le miroir, dos exposé, et c'est alors qu'elle le sentit, la chaleur de sa présence derrière elle. Elle croisa son reflet dans le miroir. Ses yeux étaient sauvages, plus gardés, plus froids. Quelque chose s'était fissuré. « Je vous avais dit de ne pas porter ça, » dit-il, la voix rauque. « Vous n'avez pas à me dire qui être, » répondit-elle sans se retourner. Il s'approcha. « Vous saviez ce que vous faisiez. »« Je le savais, » murmura-t-elle. Et puis il craqua. En un mouvement, il saisit les côtés de la robe et la déchira sur son corps. Le bruit de la soie se déchirant résonna comme un tonnerre dans la pièce immobile. Mais Élise ne cria pas. « Et il ne se recroqueville la passe. » Elle se redressa, nue désormais sauf pour sa fierté. Elle se tourna lentement pour lui faire face, sa voix une flamme calme. « Vous pouvez prendre la robe, Julian, mais pas moi. » Son souffle se coupa. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement du pouvoir. Elle n'avait jamais autant ressemblé à Lily tout en étant si différente, car Lily était son passé. Élise était son règlement de compte. Sa main plana à sa taille, tremblante. « Je ne veux pas vous faire de mal, » dit-il, ses yeux cherchant les siens. « Alors ne le faites pas, » répondit-elle, plus doucement maintenant. « Laissez aller. » Il recula, pas en défaite, en reddition. Le silence qui suivit était plus lourd que le désir. C'était la vérité. Élise ramassa les restes de la robe, passa devant lui et disparut dans la salle de bain sans un mot de plus. Elle ne verrouilla pas la porte, mais ne l'ouvrit pas non plus. À l'intérieur, elle se tenait sous la lumière douce, laissant l'eau du lavabo couler sur ses poignets, essayant de calmer l'électricité dans ses veines. Ce qui venait de se passer n'était pas une question de sexe. C'était une question de pouvoir, de contrôle, de limite. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle savait qu'elle avait fixé les termes. Dans la chambre, Julien s'assit au bord du lit, mains jointes, visage dans les paumes. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle riposte, mais elle l'avait fait, pas avec des cris, pas avec de la faiblesse, mais avec sa présence. Et cela le terrifiait plus que tout ce qu'il avait jamais connu. Pendant 2 jours, ils ne se parlèrent pas. La maison retrouva son silence, mais cette fois, ce n'était pas celui qui étouffe. C'était celui qui attend. L'air entre Élise et Julien était chargé, comme la pause avant l'orage. Et pourtant, aucun d'eux ne fit un geste. Élise errait dans les couloirs comme un fantôme dans sa propre peau. Elle lisait des livres dans la bibliothèque qu'elle ne finissait pas, buvait du thé qui refroidissait dans ses mains, dormait face au bord du lit, dos à l'homme qui avait autrefois tenté de la posséder, puis s'était presque effondré devant elle. Mais elle n'avait pas oublié l'expression sur son visage. Pas quand elle se tenait nue et intacte, pas quand il avait lâché prise, elle ne s'y attendait pas. Elle ne savait pas quoi en faire. Alors, elle resta silencieuse jusqu'au jardin. C'était la fin de l'après-midi. Le soleil commençait juste à glisser derrière les vignobles, projetant des doigts dorés sur les rosiers. Elle avait besoin d'air, d'espace, de quelque chose de vivant. Elle marcha pieds nus sur le chemin de pierre, sentant la terre fraîche stabiliser son rythme cardiaque. Le silence ici semblait plus doux, plus indulgent. Elle était à genoux près d'un buisson de lavande, inspirant profondément, quand cela arriva. Sa cheville se tordit sur une pierre branlante. Un cri aigu s'échappa de ses lèvres alors qu'elle s'effondrait dans l'herbe. La douleur fut immédiate et brûlante, irradiant dans son mollet. Elle serra les dents, essayant de ne pas crier à nouveau, mais ses mains tremblaient alors qu'elle atteignait son pied. Puis, des pas, rapides, urgents, et soudain, Julien était à ses côtés. Il ne posa pas de questions. Il n'hésita pas. Il s'agenouilla et souleva sa cheville sur ses genoux avec des mains douces, inspectant le gonflement. « C'est une entorse, » dit-il, la voix basse mais secouée. « Restez immobile. » Elle cligna des yeux. « Comment avez-vous » ? J'observais depuis la fenêtre, dit-il sans lever les yeux. Je vous ai vu tomber. Ses mains bougeaient avec précaution, vérifiant les fractures, ajustant la pression avec un soin surprenant. Son front se plissa de préoccupation alors qu'il passait légèrement son pouce sur le dessus de son pied. Vous avez besoin de glace, d'élévation. Bénès. Et avant qu'elle ne puisse protester, il la prit dans ses bras. Elle se raidit, mais ne le repoussa pas. Son torse était chaud, sa respiration régulière. Il la tenait non pas comme quelque chose de fragile, mais comme quelque chose de réel. Ils ne parlèrent pas alors qu'il la portait à l'intérieur, à travers le couloir,
en haut des escaliers, jusqu'à la suite principale. Il la posa doucement sur le lit, puis disparut, revenant quelques minutes plus tard avec une compresse froide et un oreiller pour surélever. Il s'assit au bord du lit, pressant la glace contre sa cheville d'une main, l'autre reposant près de son genou, assez près pour être senti, assez loin pour respecter. Elle l'observa en silence, stupéfaite. Ce n'était pas l'homme qui avait déchiré sa robe. Ce n'était pas l'homme qui l'avait piégé ici. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus doux, quelqu'un de blessé. « Vous n'aviez pas à me porter, » murmura-t-elle. Il haussa les épaules. « Vous auriez discuté. Et je ne voulais pas que vous souffriez davantage. » Elle le fixa. « Vous êtes différent quand vous ne prétendez pas être fait de pierre. » Ses yeux se levèrent vers les siens. « Et vous êtes différente quand vous ne luttez pas pour survivre. » Ils se turent à nouveau, mais ce n'était pas vide. C'était plein de questions non posées, de pardons non encore accordés, de quelque chose comme de l'espoir s'infiltrant dans les fissures. « Je venais ici avec elle, » dit-il soudain, les yeux dérivant vers la fenêtre. Ellie suivit son regard. « Lélé ?» Il hocha la tête. Elle aimait le jardin, disait que ça la faisait se sentir ancrée, que ça lui rappelait que la beauté pouvait pousser même dans le silence. Le cœur d'Élise se serra. « Je n'y suis pas retourné depuis des années, » continua-t-il. « Pas jusqu'à vous. » Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa voix était plus douce maintenant, non répétée, non blindée. « Parfois, j'aimerais être mort ce jour-là aussi. » Son souffle se coupa. « Julian. » Mais ensuite, je vous vois, dit-il en se tournant vers elle. Et je réalise que peut-être je n'ai pas survécu juste pour souffrir. Peut-être que j'ai survécu pour me souvenir. Elle le regarda, vraiment, et pour la première fois, elle vit non pas l'homme puissant, ni le vengeur calculé, mais le garçon qui avait tout perdu et n'avait jamais appris à faire son deuil correctement. « Vous pleurez la mauvaise personne, » murmura-t-elle. Il fronça les sourcils. « Vous pleurez la fille que vous avez perdue, » dit-elle doucement, « mais vous pleurez aussi l'homme que vous auriez pu être. » Ses yeux brillèrent, mais il les chassa d'un clignement. « Êtes-vous » demanda-t-il. « Que pleurez-vous » Elle hésita, puis, la version de moi qui croyait que l'amour était toujours gentil. Aucun d'eux ne bougea. Puis il tendit la main, lentement, assez lentement pour être refusé, et repoussa une mèche de cheveux de sa joue. « Je veux essayer à nouveau, » dit-il. « Pas avec des contrats, pas avec des mensonges, avec quelque chose de réel. »« On ne peut pas reconstruire sur des ruines, » répondit-elle. « Non, acquiesce-tu. Mais peut-être qu'on peut planter quelque chose de nouveau. » Sa main s'attarda une seconde de plus avant qu'il ne se lève et recule. « Je vais vous apporter le dîner ici, » dit-il. Elle hocha la tête. Et alors qu'il quittait la pièce, elle réalisa quelque chose de terrifiant et magnifique. Le manoir n'avait pas changé, mais lui, oui, et peut-être, juste peut-être, elle aussi. La nuit était inhabituellement calme. Élise ne pouvait pas dormir. Sa cheville guérissait, le gonflement presque disparu, mais autre chose palpitait en elle, quelque chose de plus profond que la douleur, quelque chose comme de l'anticipation. L'air entre eux avait changé. Julian n'était plus juste une ombre dans le couloir. Il était présent, dans le silence, dans la façon dont il vérifiait son état sans parler, dans la façon dont il s'attardait un peu trop longtemps devant la porte avant de s'éloigner. Et elle ne se contentait plus de survivre. Elle ressentait, observait, sentait. Les murs entre eux ne s'étaient pas effondrés, mais quelque chose s'infiltrait par les fissures. Elle se leva pour prendre un verre d'eau. La maison était sombre, seule la lumière de la lune se déversait par les hautes fenêtres. Alors qu'elle entrait dans le couloir, un bruit l'arrêta net. Un crash, puis une voix d'homme, pas celle de Julian. Cela venait d'en bas. Son souffle se coupa. Elle pressa son dos contre le mur et écouta. Un autre crash, un juron, et puis la voix de Julian, tranchante, en colère, mais pas seule. Sans réfléchir, Élise courut dans le couloir, suivant le bruit. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le sol poli. En approchant du bureau, elle aperçut la lutte. Deux hommes, l'un masqué, tenant Julian contre le mur avec un couteau pressé contre sa gorge, l'autre fouillant les tiroirs du bureau, cherchant clairement quelque chose. Son pouls s'emballa. Elle ne réfléchit pas, elle agit. Elle saisit le vase lourd sur la table d'appoint, et, avec toute la peur et la fureur qui lui restaient, le fracassa sur la tête de l'homme au couteau. Il trébucha, la lame tomba au sol. Julian se retourna au même instant, repoussant l'homme avec un coup de coude brutal. Le deuxième intrus se précipita vers Élise, mais elle recula dans le couloir et cria, un cri aigu, brisant, qui résonna dans le manoir comme une sirène. En quelques secondes, Clara apparut, suivie de deux gardes de sécurité de l'aile inférieure. Les intrus furent maîtrisés, immobilisés, et juste comme ça, tout était fini. Mais l'air ne se calma pas. Il s'épaissit. Julian se tenait là, haletant, une coupure sur la joue, chemise déchirée, yeux sauvages. Élise ne pouvait s'arrêter de trembler. « Vous » commença-t-il en s'avançant vers elle. « Vous auriez pu être tué. »« Vous aussi » rétorqua-t-elle,
la voix tremblante. Vous n'auriez pas dû descendre. Je n'allais pas les laisser vous faire du mal. Il la fixa, comme s'il ne la reconnaissait pas, et puis, comme s'il ne pouvait pas la croire. Vous êtes folle, dit-il, un rire perçant à travers son incrédulité. Et de rien, dit-elle, les lèvres tremblant en un sourire. Il s'avança, réduisant la distance entre eux. Vous m'avez sauvé. Elle haussa les épaules, essayant d'alléger l'instant. Disons que nous sommes quittes. Non, murmura-t-il. Pas du tout. Sa main se leva lentement, se posant sur sa mâchoire, le pouce effleurant le coin de sa bouche. Son souffle se coupa. Vous avez couru vers le danger, dit-il, son front presque touchant le sien maintenant. J'ai couru vers vous. Et ce fut tout. Le mur s'effondra. Sa bouche s'écrasa contre la sienne comme une tempête enfin autorisée à éclater. Ce n'était pas doux. C'était des années de douleur, des semaines de tension, des heures de silence, tout déversé dans un baiser qui exigeait la reddition et n'offrait aucune excuse. Élise fondit en lui, ses mains agrippant sa chemise, s'ancrant dans la chose même qui l'avait autrefois terrifié. Il l'embrassa comme un homme libéré, comme quelqu'un redécouvrant la chaleur après une vie d'hiver. Sa main glissa dans ses cheveux, inclinant son visage vers le sien, approfondissant le baiser jusqu'à ce qu'il ne s'agisse plus seulement de lèvres, c'était tout, ses peurs, ses regrets, leur fureur, leur feu. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, aucun d'eux ne parla. Il n'y avait pas de mots pour ce genre de changement. Il appuya son front contre le sien. « Je n'ai jamais voulu quelque chose que je haïssais autant, » murmura-t-il. « Et je n'ai jamais haï quelque chose que je désirais si profondément. » Elle ferma les yeux. « Je ne veux plus être votre punition. »« Vous ne l'êtes pas, » dit-il. « Vous ne l'avez jamais été. » Ils restèrent là dans le couloir, le monde tournant encore autour d'eux. Et au centre, juste un instant, il y avait du calme. « Je ne sais pas comment faire ça, » admit-il. « Moi non plus, » répondit-elle. « Mais être qu'on n'a pas besoin de savoir, » dit-elle en repoussant une mèche de cheveux de son visage. « Être qu'on commence juste. » Il hocha la tête une fois, doucement, vulnérable, un homme se dévoilant pour la première fois depuis des années et laissant quelqu'un le voir. « Je devrais vérifier la sécurité, » dit-il. Elle recula, ses lèvres encore picotantes. « Va-y. » Il s'éloigna lentement, jetant un dernier regard par-dessus son épaule avant de disparaître dans l'obscurité. Élise resta seule, mais cette fois, elle ne se sentait pas seule. Quelque chose avait commencé, pas la guérison, pas encore, mais quelque chose de réel. Le lendemain matin du baiser était différent, pas plus léger, pas plus facile, juste réel. Élise était assise près de la fenêtre, les genoux ramenés contre sa poitrine, regardant la lumière matinale s'infiltrer dans la vallée, les vignobles scintillaient de rosée. Une brise agitait doucement les arbres, comme si la terre exhalait. Mais en elle, il n'y avait que de la tension. Ce baiser avait déverrouillé quelque chose, pas juste du désir, pas même du pardon. Il avait ouvert une porte vers une pièce qu'elle n'était pas sûre de vouloir entrer, car une fois qu'on entre dans la vérité, il n'y a pas de retour en arrière. Elle entendit un coup à la porte, doux mais certain. « Entrez, » dit-elle, sans bouger de son endroit. Julien entra, une tasse de café dans chaque main. Il semblait plus humain que d'habitude. T-shirt noir, jambes sombres, pieds nus, pas de masque, pas d'armure. Il lui tendit la tasse. Leurs doigts se frôlèrent. Aucun ne se retira. « Vous n'avez pas dormi ?» dit-il. Elle secoua la tête. Il hocha la tête, comme s'il s'y attendait. « Moi non plus. » Un long silence s'installa entre eux, mais celui-ci n'était pas tendu. Il était prudent, le genre de silence qui sait qu'un grand changement arrive. « Ella se tourna fin vers lui. J'ai trouvé le dossier. » Il se figea. « Quel dossier ?» Dans le bureau, caché derrière le panneau du tiroir. « Elle les pose à la tasse. » Des photos de l'accident, le rapport de police, vos dossiers médicaux, des coupures de journaux, le nom de mes parents entouré d'encre rouge. Il détourna le regard, sa mâchoire se serrant. « C'était votre hôtel ?» demanda-t-elle doucement. « Votre sanctuaire de haine ? Je l'ai gardé pour me rappeler, » dit-il, la voix rauque, « de ceux qu'ils m'ont pris. Et moi, que vous ai-je pris, Julien ?» Il tressaillit à la question. Elle se leva maintenant, lui faisant face. « Vous m'avez amené ici pour punir des fantômes, » dit-elle. « Mais je ne suis pas leur fille dans vos souvenirs. Je suis juste leur écho, leur remplaçante, un substitut pour votre rage. » Ses yeux rencontrèrent les siens, et pour la première fois, elle vit de la peur en eux. « Je ne savais pas ce que je faisais, » admit-il. « Au début, c'était une question de contrôle, d'avoir quelque chose à quoi me raccrocher. Mais ensuite, vous n'étiez pas ce à quoi je m'attendais. »« Non, » dit-elle, « parce que je me suis battu. » Il hocha la tête. « Parce que vous avez vécu. » Les mots frappèrent plus fort qu'elle ne s'y attendait. Élise prit une lente inspiration. « Vous aimez Lily. C'est dry. Et vous me haïssez parce que je lui ressemble. »« Non, » dit-il en s'approchant. « Je me hais parce que parfois, quand je vous regarde, j'oublie qu'elle a existé. » Ce silence revint, mais il brûlait. «
Vous n'avez pas le droit d'enterrer une femme dans une autre, dit Élise, la voix tremblante. Vous n'avez pas le droit de faire de moi son substitut et ensuite me haïr pour la remplacer. Je sais, dit-il. Je vous ai dit que vous me rappeliez ses yeux, son feu. Elle croisa les bras. Mais vous ne m'avez jamais vu. Pas avant que je saigne pour vous, pas avant que je vous défie, pas avant que je sauve votre vie. Il s'approcha, lentement, comme si chaque pas pouvait briser quelque chose de sacré. Je vous vois maintenant. Alors prouvez-le, murmura-t-elle. Il la regarda, confus. Dites-moi la vérité, la vraie vérité, tout, sans les murs. Il hésita, puis s'assit, reposant ses coudes sur ses genoux, mains jointes, comme si une confession glissait entre ses doigts. J'avais dissicieterns. Nous étions insouciants, heureux. Je pensais que je l'épouserais. Sa voix craquait. Mais cette nuit-là, après l'accident, je me suis réveillé seul. Mes parents ne voulaient pas me dire où elle était. Ils ne voulaient pas que je sache qu'elle était partie avant que je ne sois assez fort. Élise s'agenouilla devant lui, posant doucement une main sur la sienne. Et quand ils me l'ont enfin dit, continua-t-il, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste cessé d'être. Son cœur se serra pour lui. Je suis allé en école de droit, j'ai repris l'entreprise, j'ai tout construit avec des mains d'acier et un cœur verrouillé. Je n'ai jamais laissé personne s'approcher. Et puis, des années plus tard, j'ai revu le nom Harper. Il la regarda maintenant. Ça n'était pas censé aller aussi loin. Je voulais juste un levier, une closure, être même une revanche. Mais ensuite, je vous ai rencontré. Et vous détestiez à quel point je n'étais pas. Non, déteste. Je détestais à quel point je vous voulais malgré cela. Elle déglutit difficilement. Je me disais que c'était le pouvoir, que j'avais le contrôle, mais la vérité, Élise, c'est que vous m'avez défait. Ils restèrent assis là, deux personnes autrefois ennemies, maintenant enchevêtrées dans le désordre entre justice et miséricorde. Je veux avancer, dit-il. Pas parce que je le mérite, mais parce que je ne peux plus vivre dans cette tombe. Elle se leva lentement, marcha jusqu'à la commode et sortit l'album photo. Elle le plaça dans ses mains. Je ne brûlerai pas son souvenir, dit-elle. Mais je ne serai pas non plus son ombre. Ses doigts serrèrent fort la couverture en cuir. Je n'ai pas besoin que vous le soyez, dit-il. J'ai juste besoin que vous soyez vous. Elle se tourna vers lui. Et qui suis-je, Julian, dans votre histoire? Il se leva, refermant l'album. Monday commencement. Les mots la stupéfièrent, et puis, doucement, elle dit, alors arrêtez de me traiter comme votre faim. Pour la première fois, il sourit, pas amer, pas creux, juste réel. Elle s'approcha, pressant son front contre le sien. Vous voulez la rédemption, murmura-t-elle. Alors commencez par aimer ce qui est devant vous, pas ce que vous avez perdu. Et il la tint là, en silence, en promesse, dans quelque chose qui semblait dangereusement proche de la paix. Élise ne se sentait pas elle-même depuis des jours. Elle mettait cela sur le compte de la tempête émotionnelle, du balancement constant entre colère et pardon, contrôle et reddition. Mais la nausée persistait, les vertiges venaient par vagues. Et la douleur dans son corps, ce n'était pas le genre qui s'effaçait avec le sommeil. Elle était assise dans la salle de bain, les doigts tremblants, fixant le petit bâton blanc sur le bord du lavabo. Deux lignes roses, claires, impitoyables, bouleversantes. Enzeinte. Un instant, elle ne pouvait plus respirer. Le silence autour d'elle rugissait. Ses mains serrèrent le lavabo en porcelaine alors que son monde se recalibrait. Elle n'était pas prête. Il n'était pas prêt. Rien dans cette situation n'était assez simple pour accueillir un enfant. Et pourtant, c'était là. Un poule, une promesse, un commencement. Elle sortit de la salle de bain lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Le couloir semblait plus long, les murs plus proches. Elle passa devant le balcon, descendit les escaliers et trouva Julien exactement là où elle savait qu'il serait, son bureau, près de la cheminée, seul avec un verre de scotch qu'il n'avait pas encore touché. Il leva les yeux dès qu'elle entra. Quelque chose dans son regard dut la trahir. Que s'est-il passé? Demanda-t-il en se levant. Elle ne parla pas. Elle s'approcha de lui, ses mouvements raides, presque mécaniques, et lui tendit le test. Il baissa les yeux dessus. Silence, puis immobilité, et puis, lentement, comme un souffle revenant à un homme qui se noie, ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Vous êtes enceinte ?» dit-il. Ce n'était pas une question. Elle hocha la tête, à peine. « Je suis désolée » murmura-t-elle, les larmes perlant dans ses yeux. « Je n'ai pas prévu ça. Je ne m'attendais pas à ça. Dieu !» Elle ne finit pas, car à la seconde suivante, Julien laissa tomber le verre sur le sol. Il se brisa, oublié. Il s'avança et la prit dans ses bras, pas de manière possessive, pas avec domination, mais avec une désespérance si brute qu'elle lui coupa le souffle. Son visage s'enfuit dans son cou, sa poitrine se soulevant, et puis il pleura. Pas le genre silencieux, pas le genre masculin, retenu, il se brisa, là dans ses bras, et elle le tint. Elle ne lui demanda pas d'arrêter, car il ne pleurait pas de peur. Il pleurait parce que, pour la première fois depuis des années,
la vie lui était revenue. Ça change tout, murmura-t-il, la voix brisée. Élise, je ne savais pas que je pouvais ressentir ça à nouveau. Ses larmes coulèrent silencieusement dans sa chemise. Je ne veux pas que notre enfant grandisse dans une maison construite sur la douleur, dit-elle. Il se recula, prenant son visage dans ses mains, les yeux flamboyants. Alors nous la démolissons et la reconstruisons, brique par brique. Elle chercha dans son visage l'homme qu'elle avait autrefois craint, mais il était parti. Cet homme n'était pas fait de vengeance. Il était fait d'espoir, et il était terrifié. Elle s'assit sur le canapé en cuir, les mains sur son ventre, encore en train de digérer. Julien s'agenouilla devant elle, pas d'arrogance, pas de jeu de pouvoir, juste un homme à qui on avait donné une seconde chance. « Je vais être père, » dit-il, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. « Vous l'êtes, » murmura-t-elle, « et vous allez être la mère la plus puissante que cet enfant pourrait avoir. » Elle laissa échapper un rire doux, brisé. « Vous n'avez pas à dire toutes les bonnes choses, » murmura-t-elle. « Juste, ne fuyez pas. J'ai fini de fuir, » dit-il. « De la douleur, de la vérité, de vous. » Il y eut une longue pause, silencieuse sauf pour le crépitement du feu derrière eux. « Il faut que je vous dise quelque chose, » dit-il. Elle se raidit. « Quoi ? J'ai parlé à votre père il y a 2 jours. » Son souffle s'arrêta. Il a appelé le domaine. Il a dit qu'il voulait me parler, d'homme à homme. J'ai dit non. Mais ensuite, j'ai écouté. Élise se leva soudain, froide. Quoi a-t-il dit ? Julien déglutit. Qu'il ne s'est jamais pardonné. Qu'il est sobre depuis 9 ans. Que votre mère n'a plus jamais conduit. Et qu'il est terrifié à l'idée que vous ne rentriez jamais à la maison. Elle s'enveloppa de ses bras, comme pour protéger quelque chose de fragile. Il pense que je suis en colère, dit-elle. Ne l'êtes-vous pas ? Elle hocha lentement la tête. Mais je suis aussi fatiguée de porter ça. Il s'approcha. Alors peut-être que cet enfant n'est pas juste un commencement pour nous. Peut-être que c'est un pont. Ses yeux se remplirent à nouveau. Croyez-vous vraiment qu'on peut recommencer ? Il prit sa main et la posa sur son cœur. Je ne veux pas répéter le passé, Élise. Je veux le réécrire. Et pour la première fois, elle se permit de croire que peut-être, juste peut-être, c'était possible, qu'un enfant conçu dans le chaos pouvait être élevé dans la paix, qu'une femme autrefois vendue pouvait être chérie, qu'un homme autrefois régi par la vengeance pouvait être racheté. Ils restèrent là, mains entrelacées, alors que le feu brûlait bas et silencieux. Le manoir était immobile, mais quelque chose en eux avait pris vie. Le monde changea en l'espace d'un cri. C'était une soirée de printemps quand Élise entra en travail. Le vignoble était calme, le vent doux contre les fenêtres, et à l'intérieur du manoir, tout était figé, retenant son souffle pour ce qui allait arriver. Julien n'avait jamais connu une peur pareille, pas pendant les reprises d'entreprise, pas même pendant l'accident qui avait emporté Lily, mais maintenant, avec la main d'Élise écrasant la sienne et sa voix empreinte de douleur, c'était une terreur différente, une terreur enveloppée d'amour. « Respirez, Élise, » ordonna le médecin calmement. « Vous faites ça magnifiquement. » Élise le fusilla du regard à travers ses dents serrées. « Alors essayez de le faire vous-même. » Julien aurait ri si sa gorge n'était pas si serrée. Elle était radieuse, même dans l'agonie. Sueur sur le front, yeux sauvages mais pleins de feu, le genre de feu qui ne brûle pas pour détruire, le genre qui donne la vie. Il n'avait pas quitté son côté une seconde. Quand la douleur atteignit son paroxysme, elle agrippa sa chemise, le tirant plus près. « C'est votre faute. »« Je sais, » murmura-t-il, pressant son front contre le sien. « Blâmez-moi pour toujours. Juste, continuez à respirer. » La pièce n'était éclairée que par des lampes jaunes douces. Le médecin et les infirmières se déplaçaient rapidement, efficacement. Clara se tenait à la porte, tenant l'espace en silence. Même elle, stoïque et composée, avait les yeux embués. Et puis, un dernier effort, un cri, pas celui d'Élise, pas celui de Julien, celui d'un bébé. Le premier son de Noah Thornwood, le son qui brisa le dernier mur encore debout. Élise s'effondra sur les oreillers, sa poitrine se soulevant et retombant dans un soulagement épuisé. Julien resta figé à ses côtés, les yeux écarquillés, alors que le médecin lui tendait quelque chose de petit, rougeau et incroyablement vivant, un fils, son fils. Il prit Noah dans ses bras comme s'il était en verre, comme si le tenir mal pouvait effacer le miracle. De petits poings se serrèrent contre sa poitrine, une chaleur s'infiltra dans sa peau, et quelque chose que Julien n'avait pas ressenti depuis des décennies fleurit derrière ses côtes. La paix. Élise l'observa, des larmes striant ses joues, pas de douleur, mais de la brutalité de le voir ainsi, démasqué, défait, renaissant. « Il est parfait, » murmura-t-elle. Julien s'abaissa sur le lit à côté d'elle, berçant Noah entre eux. « Il l'est. Êtes-vous aussi ?»« Non, » dit-elle doucement. « Mais je suis enfin entière. » Il embrassa son front, puis celui de Noah, puis les tint tous les deux comme s'ils étaient le centre de son univers, parce que maintenant ils l'étaient. Les jours qui suivirent se fondirent dans une lumière dorée et des berceuses tranquilles. Le manoir, autrefois silencieux et froid, résonnait de pleurs doux,
de rires, du grincement des rocking chairs, et de chuchotements tard dans la nuit. Chaque couloir portait désormais des signes de vie, des chaussettes minuscules laissées sur les escaliers, des couvertures pour bébés drapées sur des meubles anciens, et le fredonnement doux d'Élise flottant de pièce en pièce. Clara souriait plus. Le personnel s'attardait plus longtemps. Même les fleurs dehors semblaient fleurir plus vite. Mais la plus grande transformation était Julien. Il changeait des couches, lisait des livres pour bébés, arpentait la nurserie à 2h du matin, murmurant des promesses et des peurs dans les oreilles endormies de Noah. « Je ne sais pas comment être père, » dit-il une fois, tenant l'enfant contre sa poitrine. « Vous l'êtes déjà, » répondit Élise. « Vous ne vous êtes juste pas encore pardonné. » Et lentement, il commença à le faire. Il abandonna le scotch. Il supprima le dossier de l'accident de Lily. Il planta un arbre dans le jardin, sous le buisson de lavande où Élise s'était autrefois tordu la cheville, une nouvelle vie pour un nouveau chapitre. Un après-midi, Élise se tenait à la porte de la nurserie et l'observait bercer Noah, sa voix basse et pleine d'émerveillement. « Je croyais être fait de pierre, » murmura-t-il. « Mais ensuite, vous êtes arrivé. Et maintenant, je sais que j'attendais juste quelque chose de doux pour me façonner. » Quand il la remarqua, il ne tressaillit pas ni ne se cacha. Il sourit. « Venez ici, » murmura-t-il. Elle s'approcha, pressant sa tête contre son épaule, une main sur son cœur, l'autre sur le dos de Noah. À cet instant, rien d'autre n'existait, ni la vengeance, ni les fantômes, ni la douleur, juste trois, enveloppés dans la chaleur de ce qu'ils avaient construit à travers les cendres, le feu, le pardon. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines et que le vignoble brillait d'or, Élise et Julien étaient assis dans le jardin, Noah dormant dans son couffin à côté d'eux. Ils ne parlèrent pas pendant longtemps. Puis Julien brisa le silence. « Je pensais que l'amour rendait faible. » Elle se tourna vers lui, amusée. « Et maintenant ?» Il la regarda, vraiment. « Maintenant, je sais que c'est la seule chose qui m'a jamais rendu fort. » Elle sourit. « Il vous a fallu du temps. » Il tendit la main vers la sienne. « Vous m'avez sauvé. »« Non, » dit-elle doucement. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. » Et alors que les étoiles scintillaient dans le ciel et que le vent bruissait à travers les vignes, ils restèrent dans le silence de tout ce qu'ils avaient survécu ensemble. Le jardin était devenu leur sanctuaire. C'était là où elle était tombée, et où ils s'étaient agenouillés. Là où le silence semblait autrefois une distance, maintenant il semblait une présence. Chaque feuille, chaque brise, chaque touffe de lavande se souvenait de leur histoire. Élise était assise sur un banc en bois sous le vieil olivier, regardant Noah dormir dans sa poussette. Sa petite poitrine se soulevait et retombait dans un rythme doux, ses doigts recroquevillés en poings minuscules, ses lèvres frémissant dans un sourire que seuls les bébés savent faire. Derrière elle, des pas crissèrent sur le gravier. Elle n'eut pas besoin de se retourner. Elle savait que c'était lui. Julien s'assit à ses côtés en silence, posant son bras le long du dossier du banc, proche, mais pas trop, respectant son espace, honorant son rythme. Ils ne parlèrent pas pendant longtemps. Il n'y avait plus rien d'urgent à dire, seulement des choses qu'il fallait encore ressentir. Élise se tourna enfin vers lui, sa voix douce. « Penses-tu parfois à qui nous étions au début ?» Il hocha lentement la tête. « Tout le temps. Je te détestais, » dit-elle, sans amertume, mais comme un souvenir. « Je le méritais, » répondit-il. Elle baissa les yeux sur ses mains. « Et pourtant, nous sommes ici. Nous ne sommes plus ces personnes, » dit-il. « Tu n'as jamais été juste une fille vendue. Et je n'ai jamais été juste un homme mu par la haine. Non, acquiesça-t-elle. Mais nous avons dû nous briser pour devenir qui nous sommes. » Il se pencha en avant, coude sur les genoux, le regard fixé sur le ciel qui virait à l'ambre. « Je pensais que la douleur était la chose la plus honnête au monde, que si je m'y accrochais assez longtemps, elle me protégerait. » Elle sourit doucement. « La douleur ne protège que de la guérison. » Il se tourna vers elle, ses yeux cherchant les siens. « Et toi, Élise, tu ne m'as pas seulement guéri. Tu as exposé chaque partie de moi que j'essayais d'enfouir. Tu as rendu cela très difficile à atteindre, » plaisanta-t-elle gentiment. Il rit, un son encore nouveau, mais réel. « J'avais peur. » confessa-t-il. « Moi aussi, » dit-elle. Ils regardèrent Noah alors, comme s'il était la ponctuation de chaque phrase qu'il ne savait pas comment terminer. « Il grandira libre, » dit Julian. Pas dans l'ombre. Pas dans le silence. Élise hocha la tête. Et il connaîtra la vérité, la vraie. Julien se déplaça, posant une main sur la sienne. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter, » murmura-t-il. « Tu ne m'as pas mérité, » dit-elle en serrant ses doigts. « Tu m'as choisi. Et ensuite, tu m'as gagné. » Il expira, une longue expiration qui sonnait comme une reddition. « Je pensais que Lily était ma fin, » dit-il. « Mais toi, Élise, tu es ma maison. » Ses yeux brillèrent, non parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, non parce qu'elle avait besoin qu'il change, mais parce qu'il l'avait fait, non pour elle, pour lui-même. Elle se pencha vers la poussette, souleva Noah doucement et le plaça dans les bras de Julien. Le bébé remua mais ne pleura pas, se blottissant simplement contre la poitrine de son père comme s'il y appartenait,
parce qu'il y était. Ils restèrent assis dans la lumière déclinante, une famille née du feu. Le manoir ne semblait plus être une prison. Le vignoble ne ressemblait plus à une tombe. Tout était transformé par la présence, par la vérité, par l'amour. « Où allons-nous à partir d'ici » demanda Julian, passant son pouce sur le dos de Noah. Élise sourit. En avant. Il la regarda avec quelque chose de plus profond que l'amour. La Paix. Et dans ce moment silencieux, sous l'arbre où la vieille douleur avait autrefois fleuri, ils se penchèrent l'un vers l'autre et recommencèrent. Parfois, la plus grande revanche est de choisir d'aimer là où la haine a été plantée. Élise n'a pas été sauvée. Elle a sauvé un homme qui avait oublié comment ressentir. Et Julien n'a pas seulement changé sa vie, il lui a donné une raison de se battre pour quelque chose de nouveau. Ensemble, ils ont construit un amour né non pas de la perfection, mais des cicatrices, du pardon et d'une vérité féroce. Car le véritable amour n'efface pas le passé, il le rachète.